Laurent Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chirurgien, chef d'entreprise, cofondateur de Doctissimo, aujourd'hui à la tête d'une société de séquençage ADN, et vous êtes un spécialiste des nouvelles technologies, de l'intelligence artificielle à laquelle vous consacrez ce dernier livre, La guerre des intelligences. Et tout d'abord, cette question évidente, très simple, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? À partir de quand peut-on parler d'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est un système qui réalise mieux que l'homme des tâches intellectuelles qui étaient réservées au cerveau biologique des humains jusqu'à maintenant. Et cette intelligence artificielle, elle est déjà présente dans le monde qui nous entoure. Dans quel exemple concret, par exemple? Les voitures autonomes, les applications qu'il y a sur nos téléphones portables sont déjà le fruit d'intelligence artificielle. Ce sont des intelligences artificielles qui ne fonctionnent pas comme l'intelligence humaine. Elles n'ont pas conscience d'elles-mêmes, elles ne savent pas ce qu'elles font, mais elles sont capables de conduire mieux que nous des voitures autonomes. Elles sont capables de faire un diagnostic cancérologique dans certains domaines, mieux que les meilleurs cancérologues au monde. Et oui, c'est ce que vous nous expliquez dans votre livre. Nous sommes au début d'une révolution, d'un changement de civilisation, avec ses risques et ses promesses. Et du côté des promesses, vous venez d'en parler, il y a toutes ces promesses médicales. Dans votre livre, vous parlez des cancers de la peau, de l'orthodontie. Vous parlez de beaucoup de promesses médicales, ainsi de suite. Oui, il y a plein de domaines où l'intelligence artificielle progresse et elle va nous permettre de réaliser des choses incroyables. Pour mesurer la vitesse à laquelle elle progresse, le meilleur exemple, c'est de voir ce qui s'est passé sur le jeu de Go. Le logiciel développé par Google, AlphaGo, qui avait battu le champion du monde du jeu de Go, a lui-même été battu par la nouvelle version de Google par 100 parties à 0. C'est-à-dire la toute dernière version de Google, au bout de 4 mois de redéveloppement, a gagné par 100 à 0 contre la version qui avait terrassé le champion du monde. On voit que l'intelligence artificielle galope et que les intelligences artificielles arrivent à battre des intelligences artificielles qui battent l'homme. On est dans une course des intelligences artificielles vers toujours plus de puissance. Il y a d'ailleurs une spécificité au jeu de Go, vous l'expliquez dans votre livre. Ce n'est pas du tout la même chose que les échecs, qui est un jeu vraiment mathématique. Dans le jeu de Go, il y a de l'intuition. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le champion du monde du jeu de Go, Kiji, a avoué, après avoir été écrabouillé par Google, que ça avait été une expérience quasi métaphysique pour lui, qu'il avait été bouleversé, qu'il avait compris le jeu de Go sous un jour totalement différent et que le logiciel de Google lui avait permis de comprendre un niveau de complexité qu'il n'imaginait pas possible. On voit que même une intelligence artificielle qui n'a pas conscience d'elle-même est capable de nous bouleverser, est capable de création, est capable d'inventer des choses et à une vitesse qui défie l'entendement parce que les hommes ont mis 3000 ans pour progresser au jeu de Go et la nouvelle version d'AlphaGo a été construite en quelques jours. Et ça ouvre des perspectives incroyables, très inattendues. Par exemple, si on reste sur le domaine de la santé, les géants du numérique, les GAFA comme on dit, travaillent aujourd'hui pour Microsoft à l'éradication du cancer. Facebook, nous le racontez-vous, à l'éradication de toutes les maladies humaines, horizon 2100. Oui, tout à fait. La santé, c'est beaucoup de données. Le séquençage ADN d'une tumeur, par exemple, c'est 20 000 milliards d'informations pour chaque malade. Donc, il y a des montagnes de données qui sont créées aujourd'hui dans le dossier médical de chaque malade. Et les géants du numérique américains, Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis les Chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, sont tous en train de rentrer dans la santé. Et ils vont devenir probablement des acteurs majeurs dans les 20 ou 30 années qui viennent du monde de l'éducation et du monde de la santé. C'est un challenge énorme pour nos hôpitaux, pour les médecins et pour les professeurs. Il y a un risque, si nous ne faisons pas attention, que nous ayons demain 2 grandes sidérurgies, la santé et l'éducation, avec l'arrivée des géants du numérique qui sont, avec leurs intelligences artificielles, bien plus performants que nos bureaucraties, même si elles font des choses très bien par ailleurs. Effectivement, c'est un problème géopolitique. Dans tout cela, l'Europe est très mal placée par rapport à la Chine et par rapport aux États-Unis, à la Silicon Valley. Pourquoi? Alors, l'Europe a raté le coche, elle n'a pas vu arriver l'intelligence artificielle, comme elle n'a pas vu arriver les téléphones, les smartphones, les téléphones portables intelligents. L'Europe était leader il y a 10 ans. Il y a 10 ans juste, sortait l'iPhone 1. Et Apple n'existait pas dans le monde du téléphone portable. Google n'était pas encore rentré, n'avait pas créé Android. Nokia, un Européen, avait 55% du marché mondial du téléphone portable. Nokia est mort. 100% des téléphones portables sur Terre fonctionnent soit sous Apple, soit sous Google Android. L'Europe a été écrabouillée.
La Chine s'en sort, elle a des géants du numérique aujourd'hui. Hein. L'éditeur de WeChat, qui s'appelle Tencent, est la 10e plus grosse entreprise au monde en termes de valeur, mais l'Europe n'a rien. Elle n'a que des crapauds numériques face aux géants chinois et américains. Et vous êtes très inquiet pour l'Europe et vous êtes très sévère à l'égard des politiques dans votre livre, des politiques qui pour vous sont des analphabètes de la technologie. Alors il y en a un seul que vous sauvez, c'est Emmanuel Macron tout de même, qui pour vous est technophile. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Olivier Véran, Monsieur Blanquer, Mounir, Moujadi, etc. sont des gens qui ont une bonne culture numérique. Et qui, donc En Marche tout de même. C'est vrai que c'est là qu'il y a le plus de gens qui connaissent l'intelligence artificielle, mais il y a aussi des gens qui sont pas mauvais. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup la cote en ce moment, comme Jean-François Copé, est un très bon connaisseur de l'intelligence artificielle, Xavier Bertrand également. Donc non, il y a un réveil des politiques, mais maintenant il faut qu'on galope, parce que comme on a perdu la Première Guerre, on le voit bien avec les géants du numérique, et qu'on est mal barré en termes d'intelligence artificielle, on risque vraiment d'être déclassé sur le plan industriel et technologique si on ne se réveille pas très vite. Et puis on a une deuxième bataille à mener, c'est la bataille de l'école. C'est que l'école aujourd'hui n'a pas réalisé que l'intelligence artificielle arrive, et l'école de 2017 est en train de former nos enfants à des métiers où ils vont être laminés, écrabouillés par l'intelligence artificielle. Il faut changer radicalement le management à l'éducation nationale. Il faut que l'éducation nationale intègre des spécialistes de l'intelligence artificielle pour comprendre comment et surtout vers où il faut envoyer nos enfants dans les années qui viennent, parce que les enfants qui sont rentrés en maternelle le mois dernier, en septembre 2017, ils seront encore sur le marché du travail en 2070. Et je peux vous promettre que l'éducation nationale de 2017 ne forme pas nos enfants et nos petits-enfants à être compétitifs vis-à-vis de l'intelligence artificielle en 2070. D'ailleurs, vous dédiez à votre livre à Mounir Majoubi et à Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'intelligence biologique, dites-vous. Donc, vous le dites, si l'école ne prépare pas les enfants d'aujourd'hui à la révolution de demain, eh bien, ils seront inemployables. Est-ce que, pour vous, l'avènement de l'intelligence artificielle est synonyme de fin du travail, pour certains, de fin du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui? Le débat est ouvert aujourd'hui. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de fin du travail parce que l'aventure humaine ne fait que commencer. Vous avez probablement vu les projets d'Elon Musk, le fondateur des automobiles Tesla, le projet de Jeff Bezos, le propriétaire d'Amazon, de conquérir le cosmos. Et ils estiment qu'il faut des milliers de milliards d'hommes pour développer les projets spatiaux dans la galaxie. L'aventure humaine ne fait que commencer, donc le travail ne mourra jamais. En revanche, ce qui n'est pas sûr du tout, c'est que nous ayons le temps de former les gens qui aujourd'hui vont être dépassés par l'intelligence artificielle pour aller vers des nouveaux métiers. Et comme l'école a pris énormément de retard, il y a le grand risque qu'on arrive à ce que décrit le philosophe israélien Harari dans Homo Deus, c'est-à-dire des dieux qui maîtrisent l'intelligence artificielle et des inutiles, qu'il appelle les useless en anglais, et qui seraient abandonnés par le système parce que incapables d'être compétitif face à l'intelligence artificielle. Il faut vraiment que l'école se modernise très vite. Aujourd'hui, l'école est un monstre bureaucratique avec des querelles syndicales. C'est pas le sujet du moment. C'est pas de se battre entre syndicats rue de Grenelle qui compte. C'est de sauver l'avenir de nos enfants en modernisant l'école et en les rendant compétitifs face à l'intelligence artificielle. Et ça suppose un changement complet de gouvernance de l'éducation. Quel regard portez-vous sur le revenu universel? On le sait, notamment au niveau des GAFA, et sans parler du débat qu'il y a eu ici en France, notamment soulevé par Benoît Hamon. En tout cas, les géants du numérique américain sont favorables à un revenu universel temporaire, un tampon pour permettre aux personnes qui ne sont pas adaptées, qui pourraient se convertir. Je suis favorable, bien sûr, à une indemnisation du chômage et à une formation tout au long de la vie pour que les gens puissent s'adapter aux chocs technologiques. En tant que médecin, en tant que spécialiste du cerveau, je pense que ce serait une monstrueuse connerie de développer le revenu universel permanent, pour une raison très simple, c'est que le cerveau s'atrophie quand il ne travaille pas, et que on a vu, par exemple, chez les chauffeurs de taxi londoniens, quand Waze est arrivé, vous pensez que les personnes qui auraient le revenu universel ne travailleraient pas? Ils ont cessé de retenir le plan de Londres. Eh bien, on voit au scanner et à l'IRM un effondrement de la taille de l'hippocampe, qui est la zone chargée de la mémoire dans le cerveau. Si nous travaillons moins, on va atrophier le cerveau des gens qui ont déjà des difficultés à être compétitifs face à l'intelligence artificielle. Je pense que c'est une vraie fausse idée. Je pense que c'est un piège politique. Ce serait une monstrueuse ânerie de développer le revenu universel.
on aurait simplement des publics de plus en plus fragiles et de plus en plus incapables de rentrer sur le marché du travail parce qu'ils auraient de réelles atrophies du cerveau. Il faut au contraire réformer le système de formation, éduquer les gens, les rendre compétitifs face à l'intelligence artificielle. Il faut développer le cerveau et pas mettre les gens au rebut, au revenu universel. Merci beaucoup Laurent Alexandre d'avoir répondu à mes questions. Et donc je rappelle le titre de votre livre, La guerre des intelligences, un livre assez vertigineux sur l'intelligence artificielle. Merci.